À la une de l'actualité, audience à la présidence, le chef de l'État, Alassane Ouattara, a reçu aujourd'hui la ministre indienne des Affaires extérieures. Le renforcement de la coopération entre la Côte d'Ivoire et l'Inde était au menu des discussions. Les ministres de la CEDEAO sont en conclave à Abidjan. Au cœur de la rencontre, l'examen du projet de réforme de l'institution. À l'étranger, les violences persistent en Centrafrique. En dépit de cette situation, la nouvelle présidente par intérim du pays, Catherine Samba Panza, a prêté serment aujourd'hui devant le Parlement provisoire qu'il a élu. Bonsoir, nous sommes jeudi 23 janvier et bienvenue dans votre journal. Commençons par ces audiences accordées au palais présidentiel. Le chef de l'État, Alassane Ouattara, a reçu ce jeudi la ministre indienne des Affaires extérieures. Le président de la République s'est également entretenu avec le nouveau directeur des opérations de la Banque mondiale pour la Côte d'Ivoire, Ousmane Diagana. Nous faisons le compte-rendu avec Awa Touré. Le président de la République, Alassane Ouattara, et la vice-ministre indienne chargée des relations extérieures, Prinit Kaur, ont fait le point de la coopération bilatérale entre la Côte d'Ivoire et l'Inde dans le cadre du renforcement et de la diversification des relations entre les deux pays. Avec Monsieur le Président, nous avons échangé par rapport à nos relations bilatérales, mais aussi avec nos échanges au niveau commercial. Et nous espérons que Monsieur le Président de la République pourra se rendre cette année, en mai, au sommet Inde-Afrique qui se tiendra dans notre pays. Et nous remercions la Côte d'Ivoire pour son soutien, car nous sommes candidats à un poste permanent au sein des Nations Unies. Et au niveau des échanges, nous avons eu une augmentation de 50%. Et nous espérons que nous pourrons accroître davantage nos échanges. Le nouveau directeur des opérations de la Banque mondiale pour la Côte d'Ivoire, le Bénin, le Burkina Faso, la Guinée et le Togo, Ousmane Diagana, est venu pour sa part se présenter au président de la République Alassane Ouattara et partager avec lui sa vision des relations entre la Banque mondiale et la Côte d'Ivoire. Nous sommes convaincus que cette vision d'une Côte d'Ivoire émergente n'est pas un slogan, c'est quelque chose qui est parfaitement possible. Et par rapport à cela, nous avons échangé sur comment la Banque mondiale justement peut accompagner la Côte d'Ivoire pour que la croissance économique très forte que le pays a déjà enregistrée puisse être soutenue, mais surtout pour qu'elle puisse être inclusive et donc porter, n'est-ce pas, beaucoup plus de développement pour la Côte d'Ivoire et pour les Ivoiriens. Mais nous avons aussi parlé de la position géographique, la position stratégique de la Côte d'Ivoire, pour que la Côte d'Ivoire aussi soit une solution, non seulement pour elle-même, mais également pour l'ensemble des pays de la sous-région, où nous avons besoin, n'est-ce pas, d'un espace de paix et de stabilité, qui est la condition première pour le développement économique et social. Le nouveau directeur des opérations pour la Côte d'Ivoire, le Burkina Faso, le Togo, le Bénin et la Guinée, Ousmane Diagana, a pris fonction le 1er janvier 2014. Il remplace Madani Tall. Ousmane Diagana, entré à la Banque mondiale en 1992, était de 2011 à 2013 le directeur des opérations de la Banque mondiale pour le Tchad, la Guinée, le Mali et le Niger. Et avant cela, une autre audience a été accordée hier par le chef de l'État. Alassane Ouattara a échangé avec le président du groupe Anergy, spécialisé dans la production d'énergie renouvelable. Ce groupe projette de construire une usine de production de panneaux photovoltaïques en Côte d'Ivoire. On fait le point avec Jérôme Kofi Abolin. Une usine de production de panneaux photovoltaïques à fine couche bientôt en Côte d'Ivoire. L'idée de construction de cette usine est du groupe Anergy. C'est pour échanger sur le sujet que le président du groupe, M. Ly Ejoun, a rencontré ce mercredi le président de la République, Alassane Ouattara. La construction de l'usine qui prendra en compte la mise en place d'une centrale de production d'énergie solaire va nécessiter un investissement d'environ 250 milliards de francs CFA. L'essentiel de notre discussion portait sur la construction d'une usine de production de panneaux à couche mince. Et donc nous voulons investir en Côte d'Ivoire
jusqu'à hauteur de 500 millions de dollars. Donc nous sommes venus discuter avec le président pour voir selon quel modèle nous allons coopérer avec lui. La production de panneaux photovoltaïques à fine couche constitue une technologie assez avancée. Pour le groupe Anergy spécialisé dans la production d'énergie renouvelable, cette technologie va également contribuer, à l'instar des autres ressources énergétiques, au développement de la Côte d'Ivoire. Le Premier ministre Daniel Kablon-Duncan a lui aussi échangé avec la ministre indienne des Affaires étrangères, des Affaires extérieures, Prenette Kaur. Il a été question de la coopération entre la Côte d'Ivoire et l'Inde. L'audience a eu lieu avant celle accordée par le président de la République, Alassane Ouattara. Les ministres des pays membres de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest se réunissent à Abidjan. Ils s'attellent à examiner le projet de réforme de l'institution tel qu'annoncé en juillet 2013 lors de la rencontre des chefs d'État de la communauté au Nigeria. Alexis Ouedraogo. La CEDEAO fait sa mue. Objectif, améliorer la prise en compte des préoccupations des États membres et dynamiser sa réactivité face aux crises dans la sous-région. Pour y parvenir, des réformes institutionnelles sont engagées. Elles portent sur le renforcement du personnel de l'organisation ainsi que l'élargissement de la commission qui passe de 9 à 15 membres. Le renforcement des ressources humaines est une nécessité absolue pour le succès des activités des institutions de la communauté. Notre réunion de ce jour a pour principal objectif d'examiner et d'approuver les travaux du comité ministériel de sélection qui a procédé à l'audition des candidats présentés par les États membres au poste de commissaire et de directeur généraux des institutions. La réunion extraordinaire du Conseil des ministres de la CEDEAO s'appuie sur la droite ligne des recommandations de la 43e session ordinaire. Elle examine le processus de recrutement des 52 postes de l'institution à pourvoir. Notre réunion procédera à l'examen du rapport final de la Commission sur le processus de recrutement relatif aux 52 postes à pourvoir. L'objectif de ces réformes est d'abord et avant tout d'améliorer l'efficacité et de renforcer les capacités de la Commission. Il s'agira de garantir la participation effective et équitable de chacun des États membres de notre organisation à la gestion effective de notre institution commune. La CEDEAO entend également pourvoir aux postes statutaires venus à expiration, notamment le groupe intergouvernemental d'action contre le blanchiment d'argent en Afrique de l'Ouest et l'Organisation ouest-africaine de la santé. Le gouvernement ivoirien fait le bilan à mi-parcours de la mise en œuvre du programme national de développement. Un document bilan des projets réalisés ces 2 dernières années a été présenté aujourd'hui. On en parle avec Francis Boifou. Analyser les principales actions mises en œuvre dans les différents secteurs d'activité, apprécier le dispositif institutionnel et les mécanismes de suivi de la mise en œuvre du PND, Programme national de développement. Ce sont là quelques points qui seront contenus dans la revue à mi-parcours du PND. Un document bilan sur l'état d'avancement global du PND. Cet atelier d'Abidjan vise à informer les différents acteurs sur la méthodologie de rédaction de la revue et le délai de dépôt des différents rapports techniques. Nous attendons 28 rapports sectoriels sur la mise en œuvre du plan national de développement. Sur la base de ces rapports, nous ferons 14 rapports qui vont être destinés à chaque district. Et au niveau des districts, ils ne feront pas cette fois-ci de rapport, mais par contre, le rapport qui sera fait au niveau central leur sera transmis pour qu'ils puissent valider son contenu sur la base des informations qu'eux-mêmes ils ont en leur possession, mais également qu'ils côtoient. Et ensuite, nous aurons 5 rapports thématiques. Et tous ces rapports vont nous permettre de faire le rapport global de la revue et proposer les ajustements apportés au plan. Objectif, tenir compte des nouveaux défis à relever et des retards accusés dans certains secteurs d'activité et tenir compte aussi des ressources annoncées par les bailleurs de fonds pour financer le programme national de développement les 2 prochaines années.
Intéressons-nous au 4e sommet panafricain des jeunes leaders des Nations Unies tenu récemment au Sénégal. La rencontre a enregistré la participation d'une délégation ivoirienne conduite par le gouverneur du district d'Abidjan, Robert Begremambé. La question du chômage des jeunes était à l'ordre du jour de ce conclave. Le chômage des jeunes dans l'agenda post-2015 des Nations Unies, thème du 4e sommet panafricain des jeunes leaders des Nations Unies ouvert à Dakar au Sénégal. Invité de l'ONU-SIDA, le chef de la délégation ivoirienne, le gouverneur Begremambé, a animé une conférence sur le chômage des jeunes, les perspectives des maires et des collectivités locales. Le premier responsable du district d'Abidjan entend poser les jalons d'une Afrique convaincue de son développement avec les jeunes en ligne de mire. Objectif, réduire au minimum le taux de pauvreté et de chômage, mais aussi encourager l'auto-emploi chez les jeunes. Demander aux jeunes d'Abidjan de présenter chacun selon ses propres aspirations. Nous avons reçu 4200 projets. Nous avons validé 1200 projets pour un montant de près de 400 millions de francs CFA et nous avons déjà financé pour près de 100 millions de francs CFA. Les autres, nous le ferons au cours de cette année. Occasion pour Robert Begremambé de souligner les efforts du gouvernement ivoirien. Plus de 60 000 emplois créés en 2013, une politique contre le chômage des jeunes détaillée davantage lors de ce sommet qui a vu la participation de plusieurs pays africains, dont la Somalie, le Soudan, l'Éthiopie, l'Afrique du Sud et le Ghana. Un mot de politique, le Front populaire ivoirien a sa recette pour une réconciliation vraie et durable en Côte d'Ivoire. Le président du parti, Pascal Affi-N'Guessan, en a fait cas lors d'une rencontre avec les journalistes. Affi-N'Guessan était l'invité de la rédaction du quotidien Le Nouveau Réveil. Léon Brou. La réconciliation est un processus qui appelle la contribution de tous, notamment les acteurs de la décennie de crise. Mise au point du président du Front populaire ivoirien, invité à la tribune Le Fauteuil blanc du quotidien Le Nouveau Réveil. Pascal Affi-N'Guessan indique l'engagement sans équivoque de son parti. Il encourage le retour des exilés politiques et la libération des prisonniers, y compris l'ex-chef de l'État Laurent Gbagbo, son épouse et Charles Blé Goudé. Les millions de déplacés qui se sont retrouvés au Libéria, ceux qui sont en exil, ceux qui sont en prison, ceux qui souffrent de la crise, ils ont leur mot à dire dans les solutions de sortie de crise. Le président du Front populaire ivoirien propose dans cette même optique la cessation des poursuites judiciaires. Il s'agit selon Affi-N'Guessan d'apaiser le climat politique pour rechercher dans l'Union les voies de prévention de toute autre crise. Nous ne pouvons pas prendre cette question en otage dans le cadre du CPD. Il faut ouvrir, appeler la société civile, appeler les représentants de toutes les communautés dans les régions, même les journalistes, il faut les associer. Les opérateurs économiques, il faut les associer. Les confessions religieuses, il faut les associer. Pour qu'on fasse le point de bilan, qu'on tire ensemble les leçons de la crise. Première personnalité prise au fauteuil blanc en ce début d'année pour évoquer les questions touchant à la vie de la nation, Affi-N'Guessan a abordé avec la rédaction de Le Nouveau Réveil d'autres questions. La vie du FPI, les élections de 2015, la gouvernance du président Alassane Ouattara. Le président du FPI salue les efforts de reconstruction et souhaite la révision de la composition de la commission électorale indépendante avant 2015. Le ministère chargé de la Défense a organisé récemment un atelier bilan de ses activités de l'année 2013. Pour ce qui est de l'année 2014, le ministère projette de doter l'armée ivoirienne de nouveaux instruments juridiques afin de faire face aux nouveaux défis de la modernisation. Abou Sanougou. Cet atelier vise à faire le bilan d'une part et planifier d'autre part les principales activités du ministère de la Défense jusqu'en 2015 dans le cadre de la réforme du secteur de la sécurité. Le présent séminaire bilan et planification est organisé pour évaluer les résultats acquis, porter des corrections, garantir un fonctionnement efficace de l'armée nouvelle et pour une meilleure planification des objectifs à venir.
Le ministre chargé de la Défense, Paul Kofi, a rappelé aux officiers les orientations du président de la République Alassane Ouattara à l'armée pour 2014, notamment le renforcement de la discipline au sein des armées, la prévention et la lutte contre les nouvelles menaces que sont la piraterie maritime, le terrorisme et le grand banditisme, à la contribution à la paix et à la stabilité régionale et internationale. Ces grands chantiers s'inscrivent dans la réforme du secteur de sécurité. Et c'est pour cela nous devons continuer à travailler à l'esprit de mettre en œuvre la stratégie nationale de sécurité, mais aussi et surtout à aider à accélérer le processus DDR, qui, en le point douté, viendra accélérer le passage du 1.3 au 1 point souhaité par les autorités. Les travaux se déroulent autour de plusieurs thèmes. La réforme de l'enseignement militaire, la réforme du secteur de la sécurité, le rôle du Conseil national de sécurité dans la réforme du secteur de la sécurité. L'atelier bilan et planification des activités du ministère de la Défense prend fin ce vendredi. Une autre rencontre bilan a eu lieu aujourd'hui entre la ministre de la Communication et les membres des structures sous sa tutelle. Afoussiata Bamba Lamine s'est réjoui de la réalisation de certains objectifs, notamment la diffusion de RTI 2 et de Fréquence 2 à l'international et la diffusion de RTI 1 en direct sur l'Internet. Chantal Eoumo Akandan. C'est pour dresser le bilan de l'année 2013 que le ministre de la Communication, Maître Afoussiata Bamba Lamine, a reçu à son cabinet les différents organes sous tutelle. Elle s'est réjouie des résultats atteints en 2013, notamment la diffusion de RTI 2 et Fréquence 2 à l'international et l'adoption d'une stratégie de communication gouvernementale en Conseil des ministres. Avant de donner quelques indications sur les perspectives de 2014, le ministre de la Communication a rappelé l'importance du rôle des journalistes dans le processus de restauration de la paix. L'autre thème abordé au cours de cette rencontre a été l'ouverture de l'espace audiovisuel à la numérisation. Un des challenges à relever, dira la première responsable de la communication. Ma priorité pour 2014, ce sera d'abord, évidemment, il y a plusieurs pans. Et la première, c'est donc de préparer le passage au numérique, la professionnalisation des acteurs du secteur de la communication, le renforcement des capacités, mieux équiper effectivement notre presse pour qu'elle puisse répondre aux attentes de la population. Cette rencontre avec le ministre de tutelle a permis aux participants de donner leurs sentiments sur la pratique de leur métier. Il faut surtout renforcer les capacités et aussi assainir un peu le milieu en étant plus professionnel. Nous avons pris conscience de notre rôle et nous voulons faire en sorte que la presse soit un acteur de plus en plus responsable et que notre partition nous amène à une presse encore plus émergente. On espère plus de valorisation au niveau de notre métier, des agences conseils, plus de reconnaissance et puis plus de réglementation et de reconnaissance vis-à-vis des agences agréées. Le ministère des Ressources animales et halieutiques a également présenté le bilan de ses activités au titre de l'année 2013. Kobenan Kwasi Adjoumani met à son actif, entre autres, la réhabilitation de l'équipement de bureaux de santé animale et la création d'emplois. Thomas Nguessambi. C'est désormais une coutume au ministère des Ressources animales et halieutiques de jeter un regard sur l'année écoulée au seuil d'une année nouvelle. Ce 22 janvier, animateur de ces départements ministériels et le premier responsable, le ministre Kobenan Kwasi Adjoumani, dresse le bilan de l'année 2013. Un bilan somme toute positif au regard de quelques résultats. La réhabilitation et l'équipement de bureaux de santé animale, la dotation en matériel roulant des directions régionales, la contribution à la construction de l'abattoir de Port-Bouet, la création de nombreux emplois en milieu rural, plus de 70 000 emplois directs dans la pêche et l'aquaculture et plus de 10 milliards de francs CFA de salaires distribués par les entreprises de conserverie, pour ne citer que cela. En faisant fond sur ces acquis, le ministre fixe ses priorités pour 2014. La poursuite de la création d'emplois par l'installation de fermes de ruminants, de fermes avicoles, de fermes porcines et par la promotion des élevages en développement.
l'adoption et mise en œuvre du plan stratégique de développement de l'élevage, de la pêche et de l'aquaculture et de la recherche de son financement. Pour atteindre ces objectifs, le ministre dit compter sur les partenaires de son département, eux qui ont répondu nombreux à ce rendez-vous. La gare routière d'Abobo a été ouverte il y a plus d'1 an. L'ouvrage a coûté 3 milliards de francs CFA. Seulement, cette gare moderne dotée de toutes les commodités est peu fréquentée. Qu'est-ce qui explique ce manque d'affluence? Élément de réponse dans ce reportage commenté par Grace Kando. À Nonkwa-Kouté, dans la commune d'Abobo, une gare routière moderne. Bâtie sur une superficie de 14 hectares, elle abrite 32 gares dont une dizaine seulement occupées. Cet ouvrage a coûté environ 3 milliards de francs CFA. Mais plus d'1 an après son ouverture, elle reste peu fréquentée. Les gens se disent c'est trop loin. Souvent, pour faire achat, venir ici, ça les fatigue. Puis souvent aussi, il y a des magasins qui ne sont pas encore ouverts. Depuis matin à 6 h du matin, on est encore là. Il n'y a pas encore un départ. Il n'y a pas d'affluence parce que souvent on peut venir s'asseoir jusqu'à 14 h, 15 h avant que le premier véhicule ne décolle. Avant, quand on descend, on rentre directement à la gare. Maintenant, lorsqu'on descend, il faut prendre un taxi pour venir. Ça nous revient encore cher. Ce peu d'engouement s'expliquerait aussi par les systèmes de gestion mis en place au niveau de cette gare internationale. Nous avons plutôt misé sur la sécurité et l'hygiène. Ici, on n'accepte pas des niamolos à la gare et on n'accepte pas tout ce qui est désordre et les vols. Ici, vous ne payez que 5% sur le chargement. Vous ne payez pas de loyer, vous ne payez pas de factures de choses comme on appelle électricité, ni de SODECI. Vous ne payez pas de caissière, vous ne payez pas de bagagistes. Une mesure qu'apprécient certains passagers. C'est propre. Ici, ça nous arrange parce que quand il pleut, on peut mieux se cacher. Avant, où on déchargeait, là, 2 fois nos bagages se perdent. Mais depuis qu'on est arrivé ici, on n'a pas de bagages perdus. Ça surveille bien. Le directeur général de la Société de gestion des gares routières, Claude Adou, pense qu'avec la sensibilisation, la gare pourrait connaître une affluence. La gare n'est pas fréquentée parce qu'il y a un phénomène de résistance due à la nouveauté. Les transporteurs opposent quelques résistances parce que chacun veut avoir sa gare et faire ce qu'il veut. Le gouvernement et la mairie d'Abobo sont en train de s'atteler à résoudre ce problème-là. Donc la sensibilisation continue. Avec une fréquentation massive, 1000 nouveaux emplois seront générés par cette gare internationale. Le programme présidentiel d'urgence est lancé avec notamment la mise en œuvre d'un vaste programme de réhabilitation des écoles dans le domaine de l'éducation. La ministre de l'Éducation nationale et de l'enseignement technique, Kandia Camara, était dans les régions de la Bagoué et du Bafing pour se rendre compte de la bonne avancée des travaux de rénovation des différents centres d'enseignement primaire. Suivez ce reportage. Pan essentiel du programme présidentiel d'urgence, le vaste programme de construction et de réhabilitation des écoles est en marche, précisément dans les régions de la Bagoué et du Bafing. La ministre de l'Éducation nationale et de l'enseignement technique, Kandia Camara, s'est rendue dans ces 2 régions pour constater l'avancée des travaux. La première étape de ce périple a conduit la ministre dans la circonscription d'enseignement primaire de Kolia. Ici, 9 écoles primaires publiques ont été réhabilitées et équipées en table-banc et 7 localités, dont celle de Nembiasso, ont bénéficié de la construction de nouvelles écoles. Après Kolia, le cap a été mis sur Touba dans la région du Bafing. Kandia Camara, accompagné par le ministre de la Construction et de l'Urbanisme, a fait une escale au lycée gouverneur Abdoulaye Fadiga en cours de réhabilitation. La ministre de l'Éducation nationale a ensuite pris la direction de Maou Sokourala, dont l'établissement primaire a bénéficié de sa part d'un important don de table-banc et de mobilier de bureau. Des équipements qui devraient contribuer à améliorer la qualité de l'enseignement dans la région, où des statistiques du ministère de l'Éducation nationale ont relevé un faible taux de scolarisation de la jeune fille. Avant de quitter les lieux, la ministre Kandia Camara a appelé les parents d'élèves et les enseignants à préserver le nouveau visage de ces écoles afin que puisse se réaliser le vœu du président de la République de voir tous les enfants de Côte d'Ivoire scolarisés dans les meilleures conditions. Elle a apporté de la bonne humeur et de la gaieté aux Ivoiriens au cours du mois de décembre. L'équipe de Bonjour 2014 a déposé ses valises à San Pedro.
Les populations de cette ville n'ont pas boudé ce rendez-vous. La joie et le fou rire étaient de mise. Le témoignage de Franck Quadiou. San Pedro, belle plage et la mer, un spectacle saisissant. Et c'est dans la deuxième ville portuaire de la Côte d'Ivoire que l'équipe de Bonjour 2014 pose ses valises pour la seconde étape de la caravane de l'humour. Installation du matériel et un public bien enthousiaste avant le début des hostilités. Je suis venu rire un peu avec mes frères 2014. Il faut quand même venir se distraire. C'est très important, quoi. Chaque année, même si ça pourrait venir tout le temps, nous serons partants. Tout aussi détendue, Mariam Koulibaly, l'animatrice, pas loin du podium, elle s'imprègne déjà de l'ambiance. J'apprécie la mobilisation, c'est pour cela d'ailleurs que je suis derrière le podium. Ça me permet de jauger un peu les réactions du public, qu'est-ce qu'il aime, à quoi il réagit exactement. Et c'est parti, sur scène, de l'humour et du rire. Les spectateurs sont conquis. L'étape de San Pedro, une étape au service de la cohésion sociale. San Pedro est en effet une cité cosmopolite et cela, le parrain le souligne bien. Nous osons penser que ce spectacle va contribuer à raffermir les liens de fraternité et de convivialité entre les populations de San Pedro. Idée partagée par le premier magistrat de la commune et les populations qui disent avoir communié avec les artistes sur scène. Bonjour 2014 poursuit donc le périple. Prochaine étape, le vendredi 24, à l'ancien stade de Boaké, suivi de celle du samedi 25 à la fondation Félix Houphouët-Boigny de Yamoussoukro. À l'étranger, ces choses faites, Catherine Samba-Panza est officiellement présidente de la République centrafricaine. Elle a prêté serment aujourd'hui devant le Parlement provisoire qu'il a élu. La nouvelle dirigeante devra dès lors mettre en place son gouvernement alors que son pays continue de sombrer dans la violence. Machette à la main, ils veulent en découdre avec les musulmans. Dans certains quartiers de Bangui, les maisons ayant appartenu à des musulmans sont fouillées et détruites par des milices chrétiennes. La capitale centrafricaine reste la proie de pillages et de violences interreligieuses. On va détruire les musulmans. On n'a pas besoin de musulmans. Ils viennent de partout, même des campagnes environnantes pour se venger. Et la présence des militaires, notamment ce contingent rwandais de la force MISCA, ne leur fait pas peur. Ici, ils ont évité un drame. Une famille musulmane avait choisi de rester dans sa maison pensant être en sécurité. Mais dehors, une foule de jeunes chrétiens les attend. Ils ont peur, ne peuvent pas même sortir. Et puis il y a des gens qui nous attendent. Dès qu'ils ont dit que les gens de MISCA sont partis, ils vont rentrer ici pour nous faire du mal. Ce sont des humanitaires qui ont alerté les militaires, craignant pour la vie de cette famille. Si ces gens ne sont pas évacués dans l'heure qui suit, ils seront morts demain. Dès que l'on va partir, ils seront tués. C'est à la tombée de la nuit que la famille a accepté de quitter son domicile sous bonne escorte des militaires français. Les Tchadiens, majoritairement musulmans, sont aussi la cible de cette violence sectaire. Accusés de soutenir la rébellion Séléka, ils sont régulièrement la cible d'attaques. Nombreux sont ceux qui aujourd'hui décident de quitter Bangui et la Centrafrique définitivement. Ils se sentent abandonnés. On avait cru que la démission de Djotodia va alléger tous ces problèmes. Mais le problème est devenu confessionnel tout à coup. Ça faisait même pas 4 jours, on a pris les 2 musulmans devant les Sangaris. Pourquoi tout ça? Le Tchad a mis une trentaine de camions à disposition pour le rapatriement de ses ressortissants. Ils parcourront près de 1000 km avant de rejoindre Djamena. L'actualité en bref sur le continent, nous visiterons la Guinée-Bissau, l'Égypte, mais tout d'abord le Mali. Avec 115 voix contre 11 pour son adversaire, Issaka Sidibé, le candidat du Rassemblement pour le Mali, le parti au pouvoir, accède au perchoir. Le nouveau président de l'Assemblée nationale malienne est le beau-père du député Karim Keïta, le fils du président de la République Ibrahim Boubacar Keïta. À 68 ans, l'élu de Koulikoro, ville située à 50 km de Bamako, devient le deuxième personnage du Mali. Il place son mandat de 5 ans sous le signe de la réconciliation nationale. Il faut œuvrer sans relâche à la réconciliation entre les filles et les fils
du Mali, quelle que soit leur appartenance politique, religieuse ou ethnique. Bien que très proche du chef de l'État, le nouveau président de l'Assemblée nationale souligne que le Parlement malien ne sera pas une simple chambre d'enregistrement, une manière de rassurer l'opposition. Début de la 5e législature du Parlement des enfants en Guinée-Bissau. Les jeunes députés mettent en garde contre un nouveau report de la date des élections générales fixée au 16 mars prochain. Invité à la session inaugurale, Manuel Sirifo Nyamadio, le président de transition, a tenté de les rassurer. Mais les jeunes parlementaires demeurent sceptiques. Et pour cause, le recensement électoral n'est pas terminé, à moins de 2 mois du scrutin censé mettre un terme à la transition. Attentat meurtrier en Égypte, des hommes masqués en armes sur 2 motos ont tué ce jeudi 5 personnes à un checkpoint dans la province de Beni Suez, à 100 km au sud du Caire. L'attaque se produit 24 heures après des manifestations dirigées notamment contre le régime militaire dans la capitale égyptienne. Des manifestations au cours desquelles la foule en colère a brûlé et piétiné le drapeau des États-Unis. Et c'est ici que se termine cette édition. Merci de l'avoir suivi. Bonne suite de programme sur RTI1.